Alors, nous revoici donc à calculer le champ magnétique créé par un fil parcouru par un courant, mais deux différences fondamentales par rapport à la vidéo précédente. Première différence, c'est que le fil n'est plus considéré comme infini, il est très long, mais il n'est pas infini. Et on va du coup chercher à tracer la carte du champ magnétique créé par ce fil pour comparer avec le cas du fil infini, donc qu'on a résolu théoriquement dans la précédente vidéo. Donc, d'un point de vue général, on cherche le champ magnétique en un point M désormais quelconque, créé donc par l'ensemble du courant parcourant ce fil. Donc, on va se placer en un point M qui est compris dans une fenêtre de taille qu'on appelle A, et on va supposer que le fil, lui, a une longueur qui est 100 fois A, donc 100 fois la fenêtre. Ça veut dire que dans notre fenêtre d'observation, eh bien, le fil va continuer, donc 49 fois A à gauche et 49 fois A à droite. Non, 49,5 d'ailleurs. Donc ici, à nouveau, je vais négliger le fait que, eh bien, en fait, il y a le reste du fil qui forcément doit fermer le circuit quelque part, parce que donc je vais considérer que c'est suffisamment loin pour pouvoir considérer uniquement, pour pouvoir prendre en compte uniquement donc ce bout de fil. Alors, enfin, on va être obligé de, parce qu'avec Scilab ou Python, on ne peut pas faire de carte de champ à 3 dimensions, donc on va être obligé de se placer dans des plans particuliers. Et donc je vous propose de regarder l'évolution spatiale du champ magnétique dans deux plans. D'abord, je sais pas si c'est d'abord, donc le plan horizontal. Donc on va prendre des points M qui appartiennent uniquement au plan donc horizontal qu'on va appeler O, X, Y. Donc ça va être le plan 1. Et puis ensuite, donc dans le plan vertical, c'est-à-dire par rapport à ce point M, un plan comme ceci. Voilà. Du coup, on va prendre ici des points M1 appartenant au plan 1 et puis des points M2 appartenant au plan 2. Donc ces points étant évidemment quelconques. Donc ici, je vais avoir l'origine du fil. Donc cette fois-ci, vu que le fil n'est plus infini, je vais considérer que O c'est vraiment la moitié du fil. Donc le point M2 sera à une certaine altitude et du coup ne sera plus centré par rapport au fil. Par contre, le point M1, par hypothèse, eh bien, sera centré par rapport au fil. Alors, donc précisons le repère. Donc, on a vu dans la précédente vidéo que le repère naturel, normalement, c'est le repère cylindrique. Mais quand on va faire la représentation à l'aide de l'ordinateur, eh bien, on va avoir besoin d'utiliser les coordonnées cartésiennes. Donc, je vais introduire ici x, y et z. Et donc, je vais commencer par le plan numéro 1. Donc, je vais faire une vue de dessus. Donc, en vue de dessus, eh bien, le fil apparaît comme uniquement un point. Et donc, on va avoir l'axe des x comme ceci, l'axe des y comme ceci, ici l'origine, et puis donc un point M1, par exemple, ici. Et donc, on va chercher le champ magnétique créé par le fil en un ensemble de points M1, donc qui seront les points d'une grille qu'on va définir. Alors, donc on va commencer, comme d'habitude, à exprimer le champ élémentaire créé par un petit bout du fil. Donc ici, je prends un point P quelconque, hein, attention de ne pas le prendre au milieu parce que
vous pourriez avoir une expression qui est trop simple et du coup qui ne correspond pas au champ magnétique créé par n'importe quel endroit du fil. Donc je prends un point P quelconque, je découpe le fil. Ici j'ai besoin d'un découpage qui est un vecteur, donc qui est dans la direction et le sens de l'intensité, donc voilà dl, donc reportez-vous à la précédente vidéo. Voilà, et donc on cherche le champ magnétique qui est créé au point M1. Alors, on part de l'expression générale du champ magnétique, donc ici on est dans une modélisation qui est linéique, donc ça va être I fois dl, P, vectoriel PM1, dans notre cas, divisé par PM1 cube. Donc, DL1, DL au niveau de P, donc d'après notre repère, c'est toujours DZP EZ. Ensuite, PM1, eh bien le point M1 n'a pas de coordonnées Z, il n'a que des coordonnées X et Y. Donc ça va être OM1 moins OP. OM1, ça va être XM EX plus YM EY. Donc ça c'est OM1. Moins OP. OP, il n'a qu'une composante Z, donc moins ZP EZ. On en déduit la norme. Donc c'est la racine de XM carré plus YM carré plus ZP carré. Du coup, le champ élémentaire s'écrit mu0 sur 4 mu0 sur 4pi fois I fois DZP EZ vectoriel. Donc XMEX plus YMEY moins ZP EZ divisé donc par la racine au cube. Alors donc on va exprimer ce produit vectoriel. Donc on va distribuer. Tac, tac, tac. Il y a 3 termes. Le dernier vaut 0. EZ vectoriel EX, donc EZ vectoriel EX, c'est EY. Et EZ vectoriel EY, c'est moins EX. Donc on en déduit. Donc ça c'est au point M1. mu0 sur 4pi I. Donc le premier, ça va donner XM DZP EY moins YM DZP EX. Donc le moins, il vient du produit vectoriel EZ par EY. Donc, divisé par PM cube, c'est-à-dire blablabla puissance 3,5. Voilà, donc je vois que j'ai finalement ici un terme multiplicatif qui est constant. Et puis ensuite, j'ai un terme dans la direction de EX, que je peux appeler dBx EX, et un terme dans la direction de EY. Alors c'est bizarre parce qu'on a du XM, mais c'est bien dans la direction de Y. Donc c'est bien le champ élémentaire dBy EY. Du coup, quand je vais écrire le champ total, donc le champ total au point M1, c'est donc l'intégrale, ici ce qui va être la variable d'intégration c'est ZP, donc du bas du fil jusqu'au haut du fil. Donc par hypothèse, on suppose que le fil va de moins 50A à 50A. Donc la somme des dB. Eh bien, je vais avoir en fait une somme de deux intégrales. Je vais pouvoir séparer dans mon intégrale donc la partie selon x et la partie selon y. C'est ce que je vais faire donc pour ensuite rentrer ça dans mon programme. Donc ça fait mu0 sur 4pi i. Ensuite, je vais écrire la partie selon x. Donc il y a un moins, là.
ym est une constante, donc je peux la sortir de l'intégrale. Et puis ensuite, intégrale de dzp ex. Alors ex qui est aussi une constante, donc je peux la placer devant si on veut. Divisé par, donc, la somme là, des carrés à la puissance 3/2. Donc ça va être la partie selon x. Ensuite, même chose sur y. Donc c'est xm que je peux mettre en facteur fois l'intégrale de dzp ey que je peux sortir parce qu'il est constant, divisé par la fameuse somme au carré. Pardon, j'ai mis un i en trop. Voilà. Donc finalement, le champ magnétique au point M1, eh bien, il va avoir une composante, celle-ci qui est selon x, et une composante selon y. Donc, ce qui peut paraître bizarre parce qu'il y a xm, mais non, c'est bien le vecteur unitaire qui donne du coup l'information du fait que c'est la composante selon y. Donc voilà les calculs qu'on va entrer donc, dans le programme. Donc on va vouloir que l'ordinateur nous calcule bx et by sur donc, un échantillonnage de points M1 qui va nous permettre ensuite de tracer la carte du champ magnétique dans le plan OXY. Donc allons-y, faisons ça. Alors donc, j'ai commencé à préparer le fichier. Donc on prend n'importe quelle valeur pour A, on s'en moque complètement. Ensuite on dit donc que la fenêtre, elle est sur une largeur et une hauteur A. Donc les coordonnées des points M vont aller de moins A sur 2 à A sur 2. Et je vais prendre 30 points. Enfin 30 valeurs selon X, 30 valeurs selon Y. Donc ce qui fait 900 points. Ensuite, donc, je caractérise ma source. Je vais considérer que l'intensité, c'est 1, on s'en moque complètement. Donc la taille du fil, c'est 100 fois A, donc ça c'est l'hypothèse de départ. Donc ça va aller de moins 50A à 50A pour ZP. Ensuite, donc, je vais tracer la source. Sauf que quand on est donc dans le plan OXY, la source est juste un point. Donc voilà pourquoi ici je dessine un point rouge en 0, 0. Donc c'est ce qui va représenter mon fil en vue de dessus. Ensuite, je vais donc écrire les fonctions à calculer donc pour ensuite dessiner le champ magnétique. Donc je commence par la fonction bx qui prend comme argument d'entrée les coordonnées du point M. Donc ce bx va être donné par donc mu0, alors là il faut que je regarde, donc moins mu0 sur 4pi i fois ym. Donc mu0 sur 4pi, je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre égal à 1. Donc finalement, on a moins i fois ym. Donc moins i fois ym. Voilà, donc il le reconnaît bien. Fois l'intégrale. Donc de 1 sur xm carré plus ym carré plus zp carré, le tout à la puissance 3/2, qu'on intègre en fonction de zp. Donc la syntaxe, c'est on écrit en premier entre guillemets la fonction à intégrer, donc sans le dzp, hein, c'est juste la fonction à intégrer. Donc ici c'est 1 sur, donc on a dit xm au carré plus ym au carré plus zp au carré. Le tout à la puissance 3/2. Voilà donc la fonction à intégrer. La variable d'intégration, donc c'est le deuxième argument d'entrée de integrate.
Donc la variable d'intégration, c'est ZP. Donc je fais attention de bien avoir la même syntaxe. Il ne faut pas que je mette un P minuscule alors que j'écris avec un P majuscule dans la fonction. Et ensuite, les deux derniers arguments, ce sont donc les bornes inférieures et supérieures de l'intégrale. Donc ici, on va aller de moins 50a jusqu'à 50a. Voilà. Alors, maintenant, donc, je vais rentrer la fonction donc, pour calculer by. Donc ça ressemble beaucoup. C'est pour ça que je fais un petit copier-coller. Sauf qu'il n'y a plus de signe moins. Il y a un signe plus. Et c'est xm qui multiplie l'intégrale. Voilà, xm. Et par contre, l'intégrale est la même. Voilà. Donc j'ai défini mes fonctions, mais quand on définit les fonctions, l'ordinateur ne calcule rien. Il va le calculer quand on va, donc sur Scilab, appliquer la fonction feval, c'est-à-dire évalue les fonctions que je précise, donc ici les fonctions bx et by, donc évalue-les au point de coordonnées xm, ym que j'ai défini au tout début. Puisque dans les fonctions, ce ne sont pour l'instant que des variables muettes. Par contre, quand on fait feval, là, xm et y, ce sont bien les variables qu'on a définies plus haut avec le linspace. Voilà, donc on a les valeurs de bx en chaque point de la grille, les valeurs de by en chaque point de la grille. Et donc il suffit maintenant d'utiliser une fonction champ donc, pour tracer la carte du champ magnétique. Donc j'ai utilisé champ 1. Alors, voyons voir si ça marche. Alors, ça ne fait rien. Si, ouf. C'est bon, ça marche. Donc, on est en vue de dessus, donc on retrouve bien, comme on avait montré pour le fil infini, que le champ magnétique est un champ qui tourne autour du fil, avec évidemment une intensité de champ magnétique, donc une norme, qui est d'autant plus grande qu'on est proche du fil. Voilà donc pour le champ magnétique créé par ce fil dans le plan OXY.